Nouvelle édition du débat sur Canal 2 Info, plus que 18 jours et on en sera au COP21, la conférence mondiale sur les changements climatiques qui se tiendra du côté de Paris, la capitale française. Et bien évidemment, beaucoup de signaux sont au rouge. C'est l'Agence mondiale de la météorologie qui a annoncé un taux d'accumulation record, n'est-ce pas, du gaz à effet de serre au-dessus de la planète. Et cette même agence à côté de la Banque mondiale qui, elle, décriait la possibilité pour beaucoup de familles, en tout cas 100 millions de personnes, à basculer vers une pauvreté extrême d'ici 2030 si rien n'est fait en raison des changements climatiques. On parle d'un chamboulement des équilibres géostratégiques, politiques même, socio-économiques. On en est à se dire que finalement le changement climatique pourrait être la faille par laquelle le monde pourrait connaître finalement un véritable coup d'arrêt. Et nous avons choisi, dans le cadre de ce débat à Canal 2 Info ce soir, de nous intéresser à la question dans l'attente de ce sommet, qui a d'ailleurs connu une préparation il y a 2 jours du côté de la France, mais surtout à travers la position que l'Afrique devrait avoir dans ce grand concert de nations qui va finalement réunir les uns et les autres autour de cette question-là. Quel pourrait être le langage de l'Afrique, les positions de l'Afrique, mais surtout l'impact que ce sommet devra avoir au sortir de cette rencontre prévue du 30 novembre prochain au 11 décembre 2015. Merci une fois de plus, madame, monsieur, d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition du débat sur Canal 2 Info. Et pour en parler, nous avons 3 personnes, nous avons 3 invités dans ce studio. Le premier d'entre eux est un spécialiste des questions écologiques, spécialiste des questions écologiques et environnementales. C'est vrai que c'est un homme politique, mais nous allons surtout espérer bénéficier, n'est-ce pas, de son expertise dans le cadre de la problématique qui nous réunit ici ce soir. Didier Imkwa, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, M. Dobon, pour m'avoir invité. Voilà, à côté de Didier Imkwa, nous avons un autre invité qui lui aussi a le regard internationaliste sur les questions géostratégiques et les engagements mondiaux. Nous avons Henri Diabaté avec nous, journaliste, internationaliste, avec un gros élan vécu du côté de la scène parisienne, qui va certainement nous permettre de comprendre aussi quelques enjeux. Henri, merci d'être là. Merci mon frère, merci de m'avoir invité. Je pense que c'est une problématique très importante. Chez nous, malheureusement, l'environnement, la culture, du développement durable, c'est une question qui est assez réductrice dans notre univers et c'est vraiment dommage. Pourtant, elle est au cœur de la vie, elle est au cœur de la liberté. C'est pourquoi il m'a semblé opportun de participer à ce débat. Voilà. Alors avec vous, on va certainement aussi, avec les prises de parole des uns et des autres, on va essayer de comprendre si cette question-là est sortie finalement de ce marasme réducteur pour attirer l'attention des dirigeants et notamment des dirigeants africains. Et on introduit cette problématique en recevant le 3e invité que nous avons aussi le plaisir d'avoir sur ce plateau-ci. Lui qui n'a pas sa langue dans la poche, qui a le ton très acerbe vis-à-vis des dirigeants africains qui se laissent finalement emporter par des désirs personnels en lieu et place finalement de l'intérêt général. Eli Smith va certainement nous dire ce soir aussi si la question climatique ne fait pas partie des problèmes qui finalement remontent la cervelle de son côté. Eli, merci. Merci de m'avoir invité. Voilà. Alors, cher monsieur, nous allons essayer de comprendre quelle est véritablement la problématique autour de cette conférence, les responsabilités des uns et des autres, et peut-être aussi la position que l'Afrique devra avoir dans ce concert-là. Cette Afrique qui est quand même le 2e réservoir, n'est-ce pas, sur le plan forestier de la planète, avec le bassin du Congo. Alors, Didier Imkwa, vous êtes un spécialiste des questions écologiques et environnementales. Quelle est la véritable problématique autour de cette question et de cette conférence, le COP21? Pour mieux comprendre cette problématique qui est d'abord transversale et qui est aussi un sujet clivant pour la gouverne de vos téléspectateurs et de mes copanélistes, il faut planter le décor avec certaines dates symboliques et quelques définitions. Qu'est-ce que le changement climatique? En fait, les experts vous diront que le changement climatique est un ensemble de modifications des paramètres climatiques tels que le refroidissement, la pression, la température ou le réchauffement. Ça veut donc dire que le changement climatique est consubstantiel au réchauffement. Et qu'est-ce qui est à l'origine du réchauffement climatique? C'est les émissions de gaz à effet de serre.
Il faut déjà dire que l'effet de serre est un phénomène au départ naturel. Parce que s'il n'y avait pas cet effet de serre, qui est une définition qui a été proclamée par un mathématicien français, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc c'est grâce à l'effet de serre, c'est-à-dire la température devait être à moins de 18 degrés. Donc c'est grâce à ces émissions de gaz à effet de serre là que la vie est possible sur Terre. Bon, il faut déjà parler de quelques dates, si vous voulez. Déjà en 1992, c'est le sommet de la Terre à Rio, qui est sanctionné par 3 grandes conventions. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Convention de Rio. Il y a la Convention sur le changement climatique, la Convention sur la biodiversité et la Convention sur la désertification, la dégradation des terres. Il faudra attendre, je crois, à la COP3 au Japon avec le protocole de Kyoto. Ce protocole qui est révolutionnaire, parce que c'est la première fois dans le monde qu'un tel protocole, et qu'il y a un accord d'un protocole comme celui-là qui doit encadrer les émissions de gaz à effet de serre. 2005, pour que le protocole de Kyoto rentre en vigueur. Donc il faut dire que de COP 1, c'est-à-dire la conférence des parties 1 jusqu'à COP 21 aujourd'hui, il fallait trouver des mécanismes de flexibilité pour pouvoir implémenter le protocole de Kyoto. Et le véritable problème est à quel niveau? Parce qu'il faut le dire, le changement climatique est clivant. Il est même très complexe. Pourquoi? Il y a derrière des problèmes géopolitiques, géoéconomiques, bref, des problèmes de... Les gens parlent beaucoup plus de soupçons économiques. C'est ça qui rend le protocole de Kyoto... L'enjeu économique c'est ça qui rend le protocole de Kyoto jusqu'aujourd'hui inopérant. Il faut déjà dire que jusqu'à une certaine date, les États-Unis, qui ont 5% de population, 25% d'émissions globales de gaz à effet de serre, jusqu'aujourd'hui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Et en 2011, le Canada est sorti à Durban, à la COP, je crois à la COP 19. Le Canada est sorti du protocole de Kyoto. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? Pour aller plus loin, l'enjeu aujourd'hui, c'est que, d'abord, jusqu'à présent, tout le monde, il y a 2 écoles qui parlent du changement climatique. Oui. Il y a la première école qui pense que c'est un phénomène naturel qui est cyclique, en s'appuyant sur des données paléoclimatiques. Ça, c'est la première école. Prétestant que ceux qui parlent du changement climatique aujourd'hui veulent imposer un autre type d'économie, l'économie verte. Voilà la première école. Il y a la deuxième école. La deuxième école est tenue par le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, qui pense effectivement que c'est à travers les activités des hommes qui c'est les activités des hommes qui sont l'origine des gaz à effet de serre. Et donc l'enjeu de Paris aujourd'hui, c'est qu'il faudrait déjà qu'on accepte que c'est les hommes, à partir de leurs activités, qui sont à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, et de 2, prolonger le protocole de Kyoto. Donc voilà l'enjeu, voilà ce qui nous attend aujourd'hui à Paris. Bon, en attendant que les Africains iront là-bas, vous savez qu'aujourd'hui les COP 1, COP 2, COP 3 jusqu'à COP 20 sont un peu comme l'auberge espagnole, chacun mange ce qu'il a apporté. Très bien. Alors, on en a compris un peu plus, n'est-ce pas, sur l'enjeu véritable, n'est-ce pas, autour de ces différentes conférences de Rio à Paris qui est attendu. Ça fait quand même beaucoup de sommets, beaucoup de conférences. Le protocole de Kyoto qui était comme, on va dire, la boussole même. Tout à fait. Le protocole de Kyoto, parce que c'est le protocole qui encadre les émissions de gaz à effet de serre. Donc le protocole de Kyoto est aux émissions de gaz à effet de serre ce qu'est une constitution dans la dévolution de pouvoir politique. Alors, on parle de constitution. Cela nous permet d'accueillir Martial Bissot, qui nous fait aussi l'honneur et le plaisir d'être avec nous là. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, manquer cet échange autour d'une question névralgique. Martial, on le connaît, sa popularité et son engagement est de plus en plus visible. Journaliste, éditorialiste, écrivain, homme politique. Ce qui retient notre attention, c'est surtout la parution de ce 3e essai, l'Afrique et son cancer du côlon. Martial, d'abord, merci d'être là. C'est vous que je remercie, Christian Patrick Dobol. Vous connaissez le sens de professionnalisme qui vous anime. Et c'est exceptionnel encore dans ce milieu où on ne sait plus véritablement sur quel cheval danser. Il n'y a plus de véritables journalistes dans l'âme. Ceux qui portent des projets et votre projet, c'est-à-dire cette émission ou ces débats que vous animez ici, ont un très large écho, rassurez-vous. Donc j'en suis honoré. Très bien. En attendant, on va essayer de voir si du cancer de la profession que vous essayez d'évoquer, on n'a pas un autre cancer dans la position de l'Afrique au sujet de cette question quand même névralgique.
Voilà donc que les enjeux ont été définis autour de ce COP21. La France va accueillir un sommet. Elle n'a peut-être pas un réservoir énorme en termes de forêt et on va dire de questions écologiques. L'Afrique y va et comme d'habitude, on est tenté de dire à votre suite qu'elle y va avec un cancer en termes de propositions. Mais déjà, la bonne question, c'est... Je suivais Jacques Attali qui disait, Jacques Attali qui est connu pour être le cerveau de cette nouvelle République depuis 82, depuis l'avènement de Mitterrand, l'homme qui a recruté tous les cerveaux qui sont même encore, qui gouvernent aujourd'hui pratiquement. Alors c'est lui qui disait que c'est injuste qu'on fasse toujours payer à l'Afrique le lourd tribut du tort qu'elle n'a pas causé. En réalité, si Hollande est venu muscler ses pectoraux ici, c'était un gros coup de bluff. Il voulait que les chefs d'État aillent le soutenir. Mais pourquoi aller dans cette aventure? Vous savez, comme à chaque fois, on amène l'Afrique vers des sujets qui ne nous concernent pas. Honnêtement, vous croyez que la priorité aujourd'hui en Afrique, c'est de savoir si les États-Unis veulent polluer plus ou pas, alors que les gens, nos enfants, continuent d'aller mourir sur les côtes de Lampedusa par manque d'initiative de nos dirigeants? Est-ce que vous croyez qu'on n'a pas mieux à faire chez nous qu'à promouvoir un autre modèle économique que celui qu'est la prédation qu'opèrent les multinationales et qui sont en train de carrément tuer la vie chez nous? Est-ce que ce que vous voulez dire, est-ce que ce n'est pas plus dangereux que la pollution? Oui, ce que je voulais dire, c'est que les plus grands pollueurs, c'est eux. Maintenant, ils nous invitent et on cotise, on participe. À supporter les charges et les conséquences. Mais à la réalité, s'il m'était permis encore de le dire, j'allais dire qu'on n'avait rien à faire là-bas. On doit être préoccupé à battre notre tam-tam nous-mêmes. Quand je dis ça, je n'ai pas dit que l'écologie ne nous concerne pas. En réalité, si on parle du cas du Cameroun ou de l'Afrique simplement, vous savez que nous avons la deuxième plus grosse réserve. Là, je parle sur le contrôle des environnementalistes, de Yimkoua, l'environnementaliste sur le plateau. Mais c'est nous qui avons la forêt. C'est eux qui viennent la piller. C'est eux qui ont les énergies polluantes, le nucléaire, et qui fabriquent tout ce qui est néfaste à l'humanité. Et c'est eux qui demandent encore maintenant de s'asseoir, de cotiser, de voir ce qui ne va pas, comme si... Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, où est notre tort là-dedans? Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi? Justement, Henri Diabaté, votre vision internationaliste d'un certain nombre de choses et dans votre pratique du métier de journaliste, vous êtes sur le même chapitre d'interrogation que Martial Bissok. L'Afrique est invitée, l'Afrique a une réserve forestière, l'Afrique ne pollue pas autant. Est-ce que vous posez la question comme Martial Bissok de savoir finalement quelle est la responsabilité de l'Afrique dans cette affaire? Ben, c'est qu'il y a un vrai dilemme. Il y a un vrai dilemme pour les Africains. Parce que, bon, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose de cette conférence. C'est bien pour François Hollande, c'est bien pour son image. Mais nous, les Africains, il ne faut pas se leurrer. Et le patron du département d'État américain, John Kerry, l'a dit, il a annoncé la couleur, il a dit il n'y aura pas de disposition plus contraignante que celle du protocole de Kyoto. C'est-à-dire que les entreprises, les États, il n'y aura aucune disposition réglementaire qui va dire aux entreprises il faut polluer tant, il faut polluer à ce niveau, il y aura un seuil minimal. Non. Donc pas d'accord, on va dire non, il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de décision sensationnelle, révolutionnaire. Le dispositif de protocole de Kyoto va continuer d'être appliqué. La boussole dans le domaine. Oui, et comment on sait justement cette médiatisation à outrance quand même autour de ce sommet, ce COP21? Ben, c'est clair parce qu'il y a, un véritable enjeu quand même géostratégique sur le plan économique. Donc les Américains, par exemple, vous voyez, quand vous voyez un pays comme les États-Unis, les États-Unis ont une population qui est importante, ils ont un rôle sur le plan économique à garder, et pour exploiter, pour continuer de garder ce rôle, il faut exploiter, il faut produire davantage. Or, pour produire davantage, il faut le max, il faut appuyer sur les dépenses énergétiques. Donc, il faut actionner sur l'énergie. Il faut avoir accès à l'énergie. Donc, il faut manipuler l'énergie. Et plus vous manipulez l'énergie, il y a une atteinte à l'environnement. Or, l'économie américaine ne doit pas faiblir. Si elle baisse, elle sera hors jeu.
Et il faudra loger les gens, il faudra donner du travail. Donc, sur le plan économique, pour gagner, pour retrouver, pour garder son rang, les Américains ont besoin d'avoir une économie forte. Et cette économie forte ne peut que actionner l'énergie. Or, dans le même, à contrario pour nous les Africains, on le sait, d'ici 2020, il y aura près de 600 millions d'Américains qui n'auront pas accès à l'énergie. Or, si tu n'as pas accès à l'énergie, tu ne peux pas, tu peux pas avoir d'industrie. Si tu n'as pas d'industrie, il n'y a pas de développement. Et forcément, il y a la famine qui s'installe. Forcément, il y a la famine, avec pauvreté. la pauvreté, et n'importe quel vendeur d'armes arrive et nous vend sa camelote. Et comme les Noirs sont les meilleurs au monde à pouvoir s'entretuer férocement, on aura des événements comme au Congo où les gens ne vont pas se taper, ce sera saga contre couteau. Donc, véritablement, il faut s'attendre à rien de cette conférence et se dire, les Africains ont des objectifs qui sont ailleurs. Le véritable problème, Martial a essayé d'énumérer, mais moi, je pense que le véritable problème pour les Africains, c'est de dire aux Blancs, aux Occidentaux, pardon, voici la note. Et la note, vous avez dit que vous donnez 100 milliards pour qu'on ménage notre forêt, qui est le poumon il faut dire de la 100 nature. milliards de dollars par an. Par an. Ah ouais. Il faut qu'ils nous Pour donnent ça compenser. véritablement. Il faut qu'on les prenne au pied. C'est-à-dire, on leur dise, 100 milliards vraiment, de dollars par an. pour compenser les atteintes, les déprédations qu'on pouvait faire sur la forêt, donnez-nous ces 100 milliards-là et il y a un transfert Passer de de l'effet savoir-faire d'annonce. technologique qui doit être là pour nous permettre aux populations de s'adapter au nouveau contexte, au nouvel environnement et créer de la valeur ajoutée, créer de l'argent. C'est important en Afrique. Donc, tous ces cris, on va réduire l'effet de serre à 2%. Le réchauffement. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Si tu Très me bien. permets, Alors, si tu me on permets, reviendra à monsieur vous, Dobo. Didier Yimko. Je voulais Et, ajouter quelque chose à ce moment-là. Oui, très rapidement. Lorsqu'il parle des questions géostratégiques. Tu sais, en 1997, quand le protocole de Kyoto est adopté, le protocole de Kyoto a accompagné par ce qu'on appelle les mécanismes de flexibilité. Donc, il y a eu les mécanismes de développement propre. C'est-à-dire, c'était un type de mécanisme pour aider l'Afrique ou bien les pays en développement, les PEP, à se développer sans toutefois De émettre... 97 à nos jours. Ah oui, en autre. Non, écoutez, je vais y revenir. Le véritable problème, c'est que la Chine, qui à l'époque n'était pas concernée par les quotas d'émissions, a profité largement avec l'Inde des financements NDP. Malheureusement, une fois de plus, l'Afrique n'a profité que de 3%. Et il y a une entreprise au Cameroun, si tu veux, je vais la citer, c'est Isacam, qui a profité des MDP dans son projet de Colfoot ou la méthanisation. Mais la Chine, qui à l'époque a profité de ce financement pour se hisser là où elle est aujourd'hui, est passée comme la première puissance la plus pollueuse du monde. C'est pour cela qu'il y a une fixation sur la Chine. Tu vas voir, le président Hollande était en Chine. Donc ce sommet, c'est pour amener la Chine à accepter de réduire aux ses résolutions. émissions pour empêcher la Chine, si vous voulez, d'avoir continuer à d'avoir polluer une sans économie avoir- prégnante Très dans le bien. monde entier. Donc c'est ça que l'on vise aujourd'hui, pousser la Chine à accepter de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, parce que réduire ses émissions de gaz à effet de serre, c'est réduire ses productions. Merci. Ou sa production. Didier Mko, merci. Mais on va revenir un peu sur la position de l'Afrique et éventuellement la capacité de l'Afrique à avoir une voix commune, un langage commun qui permette aussi finalement de Non, il n'y a même rentrer pas de dans un langage certain- commun, parce que dans un- chaque pays, dans chaque un pays, certain chaque nombre pays a de déposé ses dispositions. engagements. Elie Smith, vous observez le comportement des dirigeants africains et vous êtes de ceux qui pensent finalement que dans ces attitudes-là, il n'y a pas un intérêt pour les populations et que cela se joue solo. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'Afrique qui va à ce sommet, à ce COP21-là, a un langage qui préserve les intérêts des populations et un langage qui pèse lourd? Non, un langage qui pèse lourd parce que l'Afrique en elle-même ne pèse rien. Vous savez, je sais qu'ici on ne doit pas dire des choses pour peut-être faire plaisir aux Africains, mais quand même il y a certains pays africains ou certains chefs d'État africains qui ont une crédibilité, qui ont une histoire sur la défense de l'environnement, la protection de la forêt. Mais il faudra pour cela que la position de l'Union africaine soit une position partagée par tous les autres chefs d'État africains, pour que tous les chefs d'État africains acceptent que,
parle pour tout le continent. Et c'est ça qui est le plus difficile pour l'Afrique. Et moi, je pense par exemple qu'en Afrique, un chef d'État qui a démontré un peu son intérêt pour la défense de l'environnement et qui le démontre, quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit le fait que sur le plan politique c'est quelque chose, c'est le président du Congo-Brazzaville. Il a écrit des livres en 2009, Parler vrai pour l'Afrique, c'était sur le sommet de Copenhague. Et puis, dans son pays elle-même, il y a des promotions, ce qu'il fait pour la défense de la forêt. Je pense, normalement, en toute logique, lui, il pouvait être... Il est d'ailleurs un des porte-étendards de l'Afrique à ce sommet. Est-ce que la population africaine est concernée? Je pense que oui, mais il faudra pour cela que les gens qui nous gouvernent prennent en compte les difficultés des Africains, parce que les Africains sont victimes. Vous avez vu, on a donné le cas de l'Éthiopie aujourd'hui, qui souffrent déjà de la famine. Et même au Cameroun, quand vous arrivez à Douala, vous allez au large de Douala à Cap Cameroun, vous voyez comment la montée du niveau de la mer a consommé une partie de l'île du Cap Cameroun. Ça veut dire que nous vivons cela. Il ne faudra pas que les Africains croient que... Je sais qu'il y a un élan populiste qui veut croire que non, ce qui se passe là, c'est ce qui se passe chez les autres. Je crois que c'est lui qui a dit qu'on a donné peut-être une certaine subvention à l'Inde et à la Chine, et on n'a pas donné à l'Afrique. On va vous donner à l'Afrique, vous êtes comme vous n'êtes pas d'abord sérieux. Il faut que vous soyez... pas donné. C'était des fonds alloués, qui étaient logés à la Banque mondiale. Le problème des fonds alloués, on va allouer les fonds à quel pays? Le problème est quand on va vous donner les fonds, ça serait un peu comme le fonds pour la lutte contre le sida. Vous allez prendre pour acheter les grosses voitures pour ne pas mettre ça en application. Mais je pense que à tout seigneur, tout honneur, on doit avoir une certaine honnêteté. Si j'étais à l'Union africaine, si je devais désigner quelqu'un pour représenter l'Afrique, je désignais le président Denis Sassou Nguesso, parce que quand soit le cas, vous ne serez pas déçu parce que, au regard, n'est-ce pas, de l'organisation et de la représentativité de l'Afrique, d'ailleurs, le bassin du Congo, qui est quand même le deuxième foyer, la deuxième réserve, n'est-ce pas, forestière du monde. Il me semble bien que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui va prendre les devants là-bas pour cette partie. Mais on est quand même dans un paradoxe avec vous, Martial Bissok. Une Afrique qui doit payer des notes alors qu'on essaie de dégager des responsabilités passées qui ont pollué le monde. Et voilà une autre situation certainement qui doit vous révolter quand on connaît vos prises de position au sujet de la défense des intérêts de l'Afrique. On va demander à votre grand-mère dans son village, votre cousin qui se retrouve très loin dans ces forêts là-bas, de ne plus aller chercher son petit gibier, de ne plus chercher son fagot de bois, parce qu'il doit préserver un environnement qui est pollué par quelques cousins de l'autre côté des États-Unis là-bas ou de la Chine. Et puis finalement, on ne lui donne pas de compensation, ou bien quand on promet même, ça n'arrive presque pas. Et même si cela arrivait, ça change totalement son microcosme culturel. Voilà encore une autre aliénation culturelle, Marcel Bissok. Mais tout à fait, Patrick Christian. Ce que je voulais dire, moi qui, vous savez, j'ai juste peut-être 2 neurones qui fonctionnent en ce moment, mais il faut qu'on arrête de nous prendre pour les cons, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Diabaté a soulevé un problème très important tout à l'heure. Il faudrait qu'on s'apesantisse un peu là-dessus, parce qu'il y a un soupçon d'arnaque. C'est-à-dire, moi, chaque fois que l'homme blanc me dit bonjour, même si c'est pour rien, je réponds, mais je recule quand même un peu. C'est curieux que ce moment où, économiquement, l'Europe est à terre, elle essaye de trouver ses marques, qu'elle veut faire appel à la bonne conscience mondiale. C'est-à-dire que le problème est lié, le problème de l'environnement est lié à l'économie. Tout à fait. Ceux qui vont baisser les bras, l'Europe s'entend qu'elle est déjà en train d'être laissée sur le train de la compétitivité, même par l'Afrique, parce qu'il y a une Afrique qui marche. Hein. Quand vous êtes en Tanzanie, en Éthiopie, en Ouganda, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas des Congolais. Hein. Là-bas, on ne peut pas avoir le pétrole. Tous les Ougandais... Vous avez vu comment le président tanzanien est parti, hein, passation de pouvoir, tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'est aussi ça l'Afrique. Ce que je voulais dire, c'est que la France aujourd'hui qui est en crise, en cessation de paiement même depuis une semaine, l'Allemagne qui est à la traîne, elle qui est le leader, sentant qu'elles n'ont plus d'atout pour répondre de mots briques qui sont en face, mettre l'argument de l'environnement.
Je n'ai pas dit que vos arguments ne sont pas valables, mais il y a un soupçon d'escroquerie là derrière. Et je ne sais pas si c'est Smith ou Yimkwa qui a dit tout à l'heure qu'on veut amener la Chine, par exemple, à ralentir sa pollution parce que sa production. Est-ce que vous croyez que la Chine, qui est le garde-manger du monde aujourd'hui, qui sort de près de 100 ans de travail et d'acharnement à se développer, va au moment où elle est en train de célébrer ses Airbus de meilleure qualité, où elle est en train de mettre ses fusées sur Mars, où les usines de Shanghai et de Guangzhou sont en train d'arroser l'Afrique et le monde, vous croyez que c'est là qu'elle va accepter de fermer? Donc il y a un enjeu économique. Et deuxième chose maintenant, pour revenir à nous, aux Africains, mais c'est quand même curieux que c'est quand on commence à découvrir le ciment africain, quand on commence nous-mêmes à vouloir commencer à gérer nos petites choses, à vouloir se réveiller, on nous dit stoppez, gardez vos forêts, bougez pas, les pygmées ne doivent pas porter les habits et les costumes. Et on vous propose même de l'argent. Non, cet argent, non, c'est à l'Afrique elle-même, parce que si la pollution commence, nous serons victimes, mais les dernières à être victimes. Vous me suivez bien? C'est-à-dire, c'est pas... Quand vous regardez à l'échelle, j'ai bien compris Smith tout à l'heure quand il parlait de Cap Cameroun, mais je veux aussi le rassurer, il parle de chez moi un peu là, d'un endroit que je connais. Et quand on regarde la carte des catastrophes à l'échelle du monde, des catastrophes naturelles, je ne peux pas dire la famine peut être provoquée ou scientifiquement, ou je ne sais pas. Mais je veux dire, les catastrophes majeures, l'Afrique jusque-là semble épargnée. Hein? Donc, parce que ce n'est pas nous qui polluons, et de deux, c'est nous qui avons les réserves. Et maintenant, dire aux Africains de respecter je ne sais pas quoi là, aucune nation forte ne peut se soumettre à ce diktat. Et l'Afrique aujourd'hui qui doit penser son industrialisation. Parce qu'on ne va pas grandir avec les feuilles de bananier, monsieur. Alors, d'après vous, Martial, oui. L'Afrique qui va à ce sommet, quelle devait être la ligne de conduite, la stratégie ou même alors le discours des Africains? C'est-à-dire, l'Afrique, si c'est Sassou qui doit parler, lui qui doit déjà rendre compte pour le passage en force, là, vous ne pouvez pas parler de l'environnement quand vous-même vous êtes pollué. Je me permets de le dire. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il faut qu'on leur dise que ne nous imposez rien. L'Afrique a besoin de faire sa mutation. Nous devons avoir nos industries. Polluantes ou pas, il faudrait qu'on se serve de toutes nos forces pour que les nôtres vivent un peu mieux. Mais il faut quand même réguler un peu. Il faut trouver un juste milieu. Oui, mais la bonne conscience... Je vous rappelle qu'en Allemagne, d'ailleurs, quand Hollande venait, il a bâti son programme sur l'éradication de l'énergie nucléaire. Mais il est arrivé à une situation claire aujourd'hui que le nucléaire ne peut pas s'arrêter en France, sinon c'est la France qui disparaît. Donc l'Allemagne, la première puissance européenne, c'est le pays du nucléaire, tout le monde le sait. Donc on veut dire aux Africains, ne soyez jamais des puissances, vous ne vous développerez jamais, vous ne ferez rien, nous on va polluer et vous allez payer, on va vous donner l'argent. Et vos forêts vont atténuer. Non, je pense que c'est un diktat parce qu'en Afrique aussi, on a besoin d'émulation, on a besoin d'industrialisation, qu'on pollue moins ou pas, ça nous regardera. Mais je dis que le débat, c'est nous viser à nous enlever les velléités même d'autonomie économique. Henri Diabaté, c'est peut-être un langage de Martial Bissop qui vous reconforte, mais je voudrais avec vous construire un peu aussi la responsabilité de nos pays africains. Est-ce qu'avant même ce discours et toutes ces rencontres internationales-là, nous ne pourrions pas prendre un certain nombre de dispositions qui nous amènent quand même à présenter aux yeux du monde et de ceux-là qui nous proposent toutes ces stratégies contraignantes, les stratégies qui sont les nôtres quant à la préservation de nos forêts à nous? C'est clair. Le véritable, quand tu vois la composition de la délégation française, vous avez les 3 ministres. Le ministre des Affaires étrangères, Fabius, Mme Girardin et Mme Ségolène Royal. Il y a les 3 ministres qui gèrent. Et maintenant, il y a toute une entreprise. C'est-à-dire, il y a un brain trust d'au moins 7 personnes qui chapeautent une organisation qui compte au moins 100 personnes. Et ils préparent ça. C'est aussi l'Allemagne, c'est aussi le fait des États-Unis. Donc, chacun vient, il pense, il y a une position qui est concertée et qui en sort, et c'est elles qui vont présenter. C'est-à-dire une position qui légitime les intérêts de la France, qui défend les intérêts de la France dans le concert des nations. Mais nous, on va là-bas.
notre ministre de l'Environnement, moi je ne sais même pas, il ira là-bas, moi je ne sais pas ce qu'il... C'est qui le ministre de l'Environnement? Voilà, on ne connaît même pas déjà son nom, on ne On le voit pas. On a 60 Donc, et c'est ça un ministres. véritable problème. C'est ça un véritable problème. Chez nous, ceux qui sont censés parler de ça, ils fuient le débat. Normalement, il devrait avoir le délégué régional. Un débat national, Voilà. vous dites? Oui, il n'y a pas de débat. Oh, c'est un débat national. Il faut qu'il y ait un débat national pour qu'on en discute. On se dise que ce qu'on va dire là-bas à Paris. Mais il n'y a pas de débat pour une problématique aussi importante que celle-là, on ne sait pas. Monsieur Diabaté, je peux vous rassurer qu'ils vont enregistrer nos prises de position, ils vont noter, ils vont aller relire. Mais c'est déjà Et ça bien. s'appelle une escroquerie intellectuelle. C'est déjà Parce bien. qu'il faut appeler les expertises. C'est déjà bien, mais le problème qui se pose, c'est qu'ils vont arriver à Paris, ils diront, bon, c'est vrai aussi que de notre côté, ils vont vous rétorquer que on a trop parlé d'atténuation, de réduction. Pour quand est-ce qu'on va dire, voilà, il y a un mécanisme plus contraignant pour ceux qui polluent? Parce que c'est le pollueur qui paye. Tout à fait. Normalement, il fallait avoir une restriction, une politique restrictive, contraignante, coercitive contre les entreprises qui polluent. Mais jusqu'ici, vous voyez, Martial a parlé, Didier et On voilà. semble ne pas avoir une vision Élise, pour l'Afrique. voilà, il n'y a pas de vision. L'Afrique de l'Ouest a une vision. L'Afrique de l'Ouest a une Elle qui n'a vision. pourtant pas autant de forêts que Oui, l'Afrique centrale. c'est vrai que compte tenu de la nature socio-écologique de l'Afrique, il y a les positions varient un peu parce que ceux de l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas des forêts comme ceux de l'Afrique centrale. Il est évident que ceux du Maghreb n'auront, les trois zones par exemple, n'auront pas les mêmes positions là-bas. Donc, mais toujours est-il que la préoccupation environnementale est importante et il serait de bon temps que les Africains arrivent, essayent de rapprocher leur vue pour créer, parce que l'important c'est que ceux qui polluent là, ils doivent rendre gorge, c'est-à-dire qu'ils doivent payer. La note. Voilà, ils doivent payer la note. Élie, vous évoquiez tout à l'heure aussi la responsabilité ou alors la prise de conscience des Africains. Quand vous avez évoqué l'île du Cap, il va sans dire qu'on a souvent dans certains discours du déjà entendu qui pourrait faire penser à ce que c'est une histoire qui concerne les autres. Mais on est quand même tenté de rejoindre Martial Bissok dans son raisonnement. Cette escroquerie qui semble se dessiner derrière une attitude qui subitement voudrait que les Occidentaux aient tant d'intérêt sur le plan de la suivi des Africains. Quand on voit que les États-Unis ne signent pas Kyoto, le Canada qui se retire lors du précédent sommet, on a la Chine qui traîne la patte, on a l'Union européenne elle-même qui a des comptes à rendre. Quelle est la crédibilité qu'on peut donner à une telle démarche, de votre point de vue, qui ne rendrait pas les Africains réticents? Bon, je comprends que les Africains peuvent être réticents. Je comprends ce que mon ami et collègue Bissok, c'est un homme journaliste politique. Je crois qu'il est déjà en campagne pour 2018 ou 2016 pour les élections anticipées. Mais il faudra que les Africains soient conscients. C'est bien sûr, nous voulions être industrialisés comme Martial l'a dit, mais je pense que nous devions apprendre des erreurs que les autres ont commises. Vous savez, à Paris, il y avait la forêt en France, mais ils ont tout détruit. Mais pas se laisser dicter ce que nous devrons apprendre des autres. Oui, mais il faut pour ne pas se laisser dicter, il faudra, je crois, c'est Martial qui a dit ou c'est Diabaté, il faudra qu'on fasse une certaine concertation entre nous, qu'on sorte avec une position commune pour aller présenter. Mais quand vous êtes désorganisé, je vous rappelle par exemple, il a parlé de 100 ministres ou une équipe de 100 personnes pour la France qui va présenter une position. Pour le Cameroun, le ministre Elie Pierre, qui est ministre depuis longtemps, aura peut-être 5 personnes qui vont aller représenter le Cameroun là-bas. Ils seront en vacances. Ils seront en vacances là-bas. Est-ce que, par exemple, quand on veut donner la position africaine, il fallait que ces pays d'Africains concernés, par exemple, du bassin du Congo, on se rencontre pour discuter d'une manière commune. Et moi, Quelques chefs d'État africains ont rencontré le président Hollande en marge du sommet de Malte. Non, ça montre un peu les pays africains sont toujours infiodés. Les pays de l'Afrique centrale ou l'Afrique en général, je me rappelle, ça n'a rien à voir avec ça. Pour déclarer la guerre contre Boko Haram, on est allé le faire en France. Je pense que le problème est que les Africains doivent prendre conscience que, l'écologie, ça existe, la dégradation de l'environnement existe, protéger les forêts. D'abord, il a parlé des pygmées, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis contre le fait qu'on veut, par exemple, enlever les pygmées de la forêt et les habiller qui deviennent comme nous et souffrir. Je trouve qu'on doit préserver les gens dans leurs forêts, dans leurs environnements. Je suis contre d'abord les multinationales. Donc, qu'ils arrivent, par exemple, Heracles Farm ou le PHP à Njombe à Benja, qui détruit la forêt,
qui détruit l'environnement avec la complicité de nos États. Parce qu'on a les États irresponsables. Donc moi je pense que pour que l'Afrique pèse, pour qu'il n'y ait pas ce marché de dupes que Martial vient de dire, pour qu'on ne nous dicte pas, il faudra que nous-mêmes, nous soyons conscients et savoir que le monde est en train de changer. Les erreurs commises par les Occidentaux, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, mais pour le traité de Kyoto, l'Australie est revenue sur le Kyoto. Donc ça veut dire que pour les États-Unis qui sont réticents, mais je vous rappelle que même aux États-Unis, il y a une certaine conscience écologique qui naît maintenant. Comment on appelle ça? L'écologie qui commence à connaître. Donc moi je pense que l'Afrique... Smith, je ne vais pas te couper. Si vous me donnez 30 secondes, je suis arrivé un peu le dernier sur le plateau. On a encore un peu de temps ou on peut encore aller en une minute. C'est bon, une minute. C'est-à-dire, la Chine, l'autre jour à Pékin, à Shanghai, ils se sont levés. Pendant 3 jours, ils n'ont pas vu le ciel. Voilà. Il y avait la pollution. Alors, il était question de fermer les entreprises et tout. Et le Premier ministre est quand même monté, il dit non. C'est une souffrance. Le développement, c'est une souffrance. Nous allons essayer de souffrir un peu plus. C'est pour ça que je vous disais. Et regardez au Cameroun, malheureusement, on est en train de partir. Les multinationales ne sont pas nationales. Ça veut dire que c'est toujours les sociétés européennes. Moi, si vous avez dans mon village PHP qui veut intimider les gens, moi je vais leur dire, vous ne ferez pas ce que vous avez fait en Djombe, hein, à Elok-Batindi. Donc, et tous les gens, tous les Africains, tous les Camerounais, Kensaro Wiwa au Nigeria est mort pour le peuple Ogoni. C'était pour l'environnement, la défense de ces terres. Oui. Paul-Éric Kingé s'est pris 8 ans gratuitement À cause de PHP. PHP, qui est en train de souiller le sol de Djombe. La moitié de la population là-bas développe des cancers depuis des décennies. Héraclès Farm, on vient d'arrêter. Non, il y a un Camerounais qui, comme le nom m'échappe un peu, qui est traîné devant la justice parce qu'il défend les droits de population. C'est aussi ça. Ces multinationales, il faudrait insister là-dessus. Je pense que c'est d'abord aussi ça le cancer. Mais le problème, c'est le cancer du côlon que vous avez dit, c'est quoi? C'est parce qu'on a des gouvernements irresponsables. Je ne veux pas dédouaner les vieux cons qui nous disent... Alors, la complicité, vous évoquez la complicité des gouvernants ou bien alors de ceux qui devraient prendre la défense des populations? Je évoque la complicité de nos gouvernants parce qu'ils sont irresponsables. Parce que s'ils étaient conscients, ils devaient par exemple avoir un cahier de charges pour une société qui veut s'investir ou investir dans une région. Ils ne le font pas. Est-ce que nous discutons? On va aller au COP21. Il y a des donc c'est normal qu'on nous dicte. Oui. Smith, quand vous parlez de cahier de charges, moi je travaille actuellement sur ce projet précis. Ce que ces gens donnent aux sous-préfets, aux préfets et aux villageois, c'est des poteaux électriques. Alors qu'il n'y a pas de la lumière en ville, dites-moi comment il y aura la lumière dans ces bourgades, alors qu'on est passé à l'énergie solaire. Si on veut parler vraiment de... J'ai lu ça dans votre livre, donc ça fait c'est l'esclavage. Les dispensaires qui viennent donner, c'est pour soigner les épandages nocifs qui sont en train de verser sur les gens. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de cahier de charge. En fait, et Martial insiste en disant qu'il y a tromperie sur la marchandise. Alors on va sortir avec le technicien et le spécialiste des questions environnementales et écologiques. Didier Imkwa, l'Afrique aujourd'hui va au COP21. De toutes les manières, nous y serons. Le premier, le Camerounais, l'a annoncé et bien d'autres chefs d'État l'ont annoncé et confirmé. De votre point de vue, quels devaient être les points essentiels de la position de l'Afrique pour techniquement être viable dans ce qui se trame comme étant une espèce de duperie, d'après Martial Bissot? D'abord, il faut trouver l'équilibre entre les impératifs du développement et les exigences écologiques et environnementales. Et où se trouve cet équilibre-là? Cet équilibre-là se trouve aujourd'hui au niveau de l'énergie. L'énergie égale développement. Voilà le problème de l'Afrique. On demande à l'Afrique de ne pas détruire ses forêts. Parce qu'il faut penser au transfert énergétique, ce qu'ils appellent le basculement énergétique. Il se trouve aujourd'hui que, est-ce que l'énergie solaire peut faire fonctionner une cimenterie? Nous serons obligés de détruire nos forêts. Pourquoi? Parce que nous allons construire les barrages hydroélectriques, nous allons construire des sociétés minières, nous allons construire des grands champs, des grandes entreprises agro-pastorales ou bien agro-industrielles, comme vous voulez. Mais pour le faire, il faut détruire les forêts. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut surtout, comme il a si bien dit, éviter de tomber dans les erreurs de ces grandes puissances-là. Parce qu'elles aussi, elles avaient vu le capital sans voir l'homme qui est au centre de cette problématique aujourd'hui. Moi, je n'attends rien. Il nous faut peut-être, j'ai suivi Macky Sall hier, il parlait de 100 milliards de dollars par an pour assurer
ce bâtiment C'était une énergétique. promesse. C'est une promesse. Mais il faudrait que l'Afrique trouve sa voie. Et sa voie, c'est à l'échelon local. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai été invité l'autre jour par le docteur Adamou Ndamdouya. Il nous a présenté son plan de gestion de réduction des émissions de gaz à effet de serre à Fumban. Il a créé des puits de gaz, c'est-à-dire des champs de café, qui considèrent comme des puits de gaz. Moi, j'ai vu le maire de Douala 3e ici. Parce que je vais vous dire, on n'a pas parlé de la typologie des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Oui. Moi, j'ai vu, par exemple, le maire de Douala 3e construire les toilettes éco, construire des ponts. On ne voit pas très vite cette approche, mais il faut savoir que lorsqu'on traverse, lorsqu'on a un pont, on peut facilement aller déverser ces ordures ailleurs, et non de les déverser dans l'eau qui va transformer de l'eau, être une source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, la lutte contre les changements climatiques, la lutte de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit se passer dans les communes. Et chaque commune qui veut se mettre, oui, c'est dans les communes. Et chaque commune qui veut se mettre dans le champ de la réduction des émissions de gaz à effet de serre doit libérer son plan communal de réduction de gaz à effet de serre. Dommage qu'on n'ait plus de temps, j'allais répondre à Imkwa. Non, mais franchement... c'est un discours politique? Oui, c'est du menu frétin. Est-ce que vous êtes déjà passé à côté d'une centrale nucléaire? Ben, ça pollue. Mais non, Écoutez, ce n'est pas... nucléaire, non, parce ça ne que quand pollue on parle pas, de c'est l'énergie pollution, propre. quand on parle de pollution... Non, Nucléaire, attendez. ça ne pollue Non, pas. là où, Alors, en 30 une secondes, centrale nucléaire, ne pollue pas. là où il y a... C'est plutôt les là où il y a centrales hiérar- thermiques. Non, la centrale thermique, Qui c'est utilisent par exemple du charbon. Non, et je veux dire que les centrales nucléaire nucléaires... ne pollue pas. c'est C'est pas son possible. eau. Qu'est-ce C'est qui s'est l'eau qui est passé? dangereuse. Qu'est-ce qui... Ça pollue. Non, ça ne pollue pas, c'est son Oh, eau. mais non, mais c'est incroyable. Là où il y a C'est les irradiation, eaux, il n'y a plus de vapeur. vie pendant 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à... Si on peut circonscrire. Alors, cher monsieur, nous Fukushima. allons malheureusement mettre un terme à ce débat tout aussi épique et intéressant avec différentes contributions. On a compris, hein, l'Afrique doit pouvoir parler d'une seule voix et imaginer des solutions endogènes, n'est-ce pas, à cette Tout à fait. problématique de la préservation de ces forêts et peut-être pas se laisser dans un diktat qui voudrait beaucoup plus qu'on se serve de l'Afrique pour préserver les dégâts que les autres ont chez eux. L'Afrique a besoin aussi de ces industries-là, mais il faut trouver, comme le Didier Yemgoa, l'écologiste, le juste équilibre entre ce besoin de richesse et la préservation de nos sociétés. Madame, merci, monsieur, merci de nous avoir prêté votre attention pour cet autre débat sur Canal 2 Info. Nous avions 4 invités, Didier Yemgoa, bien évidemment. Nous avions Henri Diabaté, Martial Bissot qui nous a rejoints et Eddie Smith, lui aussi très en verve. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. S'il plaît à Dieu, ce sera avec le même plaisir.